Dans le village de Zango, il y avait une femme nommée Salima. Elle était aussi pauvre que le sol poussiéreux sous ses pieds. Ses vêtements ressemblaient à de vieux haillons pleins de trous et de déchirures, à peine capables de couvrir son corps. Son cœur, quant à lui, était plus une coquille qu'une maison. Le toit de sa hutte fuyait dès que le ciel pleurait, et le vent froid passait à travers les fenêtres déchirées, comme pour se moquer d'elle. Salima n'avait pas de lit. Elle dormait sur le sol dur et nu, recroquevillée comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais chaque matin la réveillait avec les mêmes luttes. Elle essayait tout pour survivre. Elle transportait de l'eau pour les villageois, lavait leurs vêtements et travaillait même dans leurs champs. Mais peu importe à quel point elle travaillait dur, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde lui tournait le dos. Dans le village de Zango, il y avait une femme nommée Salima. Elle était aussi pauvre que le sol poussiéreux sous ses pieds. Ses vêtements ressemblaient à de vieux haillons pleins de trous et de déchirures, à peine capables de couvrir son corps. Son cœur, quant à lui, était plus une coquille qu'une maison. Le toit de sa hutte fuyait dès que le ciel pleurait et le vent froid passait à travers les fenêtres déchirées, comme pour se moquer d'elle. Salima n'avait pas de lit. Elle dormait sur le sol dur et nu, recroquevillée comme un chat affamé pour se réchauffer. Chaque nuit, elle priait pour une vie meilleure, mais chaque matin la réveillait avec les mêmes luttes. Elle essayait tout pour survivre. Elle transportait de l'eau pour les villageois, lavait leurs vêtements et travaillait même dans leurs champs. Mais peu importe à quel point elle travaillait dur, ses mains revenaient toujours vides. C'était comme si le monde lui tournait le dos. Ses amies d'enfance, les femmes avec lesquelles elle avait grandi, étaient toutes mariées et vivaient confortablement avec leur famille. Elles portaient de beaux vêtements et leurs enfants riaient et jouaient autour d'elle. Mais Salima n'avait ni mari ni enfant, ni personne à appeler sien. Les villageois chuchotaient dans son dos. « Elle est maudite », disaient-ils, née sous une mauvaise étoile. Même les hommes gardaient leur distance, craignant que sa malchance ne les contamine. La vie de Salima était une histoire de tristesse. Elle traversait le village comme une ombre, ignorée, sans amour et sans espoir. Et pourtant, malgré tout, elle continuait, espérant qu'un jour le soleil brillerait plus fort sur sa vie. Mais ce jour-là n'était pas encore venu. Un après-midi brûlant, Salima portait son ballot de vêtements en lambeaux au bord de la rivière. Le soleil frappait durement et la rivière scintillait comme un pot d'argent fondu. Elle s'agenouilla près de l'eau, frottant ses haillons avec des mains aussi rugueuses que les routes du village. Le bruit de l'eau courante était son seul réconfort. Alors qu'elle lavait, elle entendit un léger bruissement de pas derrière elle. Elle se retourna rapidement, son cœur battant comme un oiseau effrayé. Là se tenait une femme grande et fière, habillée de vêtements si beaux qu'ils semblaient appartenir à une reine. Sa peau brillait, ses bijoux scintillaient et son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. « Bonjour », dit la femme, sa voix douce comme du miel. Salima cligna des yeux, incertaine de rêver. « Bonjour, madame », répondit-elle, sa voix à peine audible. La femme s'approcha. « Je m'appelle Kémi, je t'observe depuis un moment, Salima, je connais tes souffrances. » Les yeux de Salima s'écarquillèrent. Comment cette inconnue connaissait-elle son nom? Kémi sourit, comme si elle lisait ses pensées. « J'ai une affaire pour toi. C'est simple et cela changera ta vie. » Salima resta figée, son esprit tournant. « Quel genre d'affaire ?» demanda-t-elle. Kémi plongea sa main dans son sac et en sortit une liasse de billets neufs. « Tu devras collecter des culottes usées dans le village, apportant autant que possible. Pour chaque lot, je te paierai généreusement. » La mâchoire de Salima se décrocha. « Des culottes ?» demanda-t-elle, la confusion dans la voix. « Oui,
dit fermement Kémy. Ne pose pas de questions, fais ce que je te dis, et tu ne seras plus jamais pauvre. Sur ces mots, elle remit l'argent à Salima et tourna les talons. Souviens-toi, ajouta-t-elle, je t'attendrai. Salima resta assise près de la rivière, serrant l'argent dans ses mains, son esprit embrouillé de questions. Quel genre d'affaire était-ce? Pourquoi des culottes? Elle ne comprenait pas, mais le poids de l'argent dans sa main était réel. Pour la première fois de sa vie, une étincelle d'espoir s'alluma dans son cœur. Elle rangea ses vêtements et rentra chez elle, son cœur battant comme un tambour. Que devait-elle faire ensuite? Le lendemain matin, Salima se réveilla avec un plan. Elle savait que les villageois pourraient devenir suspicieux si elle demandait seulement des culottes. Alors, elle décida de rendre son commerce plus ordinaire. Avec l'argent que Kémy lui avait donné, Salima alla au marché et acheta des seaux et des bassines colorées, grands et petits, chacun brillant sous le soleil matinal. Lorsqu'elle retourna au village, elle frappa à la première porte. Une vieille femme ouvrit, ses yeux se plissant en voyant Salima. « Bonjour, maman !» salua Salima en tenant un seau bleu vif. « Je les échange contre de vieux vêtements, chaussures ou même des culottes dont vous n'avez plus besoin. » La vieille femme grogna. « Vieux vêtements, chaussures, culottes? Quel genre de commerce est cela ?»« C'est pour un nouveau projet, » répondit Salima d'une voix ferme. « Si vous avez quelque chose que vous n'utilisez plus, je vous échangerai ce beau seau. » Les yeux de la vieille femme s'illuminèrent à la vue du seau. Sans hésiter, elle entra et revint avec une pile de vieux vêtements et de chaussures, surmontée de quelques culottes usées. Salima sourit. « Merci, maman. Voici votre seau. » À chaque maison, c'était la même chose. Les villageois, enthousiastes, lui donnaient leurs objets inutilisés en échange de ses seaux et bassines colorées. À la fin de la journée, son sac était plein à craquer, débordant de vêtements, de chaussures et surtout de culottes. Cette nuit-là, Salima s'assit dans sa hutte, triant sa récolte. Elle sépara soigneusement les culottes et les plaça dans un sac spécial. Les autres vêtements et chaussures, elle les emmena près de la rivière, dans un endroit caché, et les brûla. Les flammes crépitèrent, avalant l'épreuve, tandis que Salima observait son visage éclairé par la lueur du feu. Le lendemain, elle livra le sac de culottes à Kémy près de la rivière. « Tu as bien travaillé, » dit Kémy, sa voix douce comme de la soie. Elle tendit à Salima une grosse liasse de billets. Le cœur de Salima s'éleva alors qu'elle serrait son paiement. « Merci, » murmura-t-elle, sentant l'espoir grandir dans sa poitrine. Kémy sourit, ses yeux perçants. « Continue, Salima, ta vie est sur le point de changer. » Ainsi, le commerce de Salima continua. Chaque jour la rapprochait d'une vie qu'elle n'aurait jamais imaginée possible, tandis que les villageois restaient ignorants du sombre secret caché derrière sa nouvelle richesse. Rapidement, la nouvelle du commerce de Salima se répandit dans tout le village de Zango comme une traînée de poudre. Ses seaux colorés et ses bassines brillantes devinrent la conversation principale des villageois. Des grands-mères aux jeunes mariés, tout le monde était impatient d'échanger ses vieux vêtements, chaussures et surtout culottes, contre les marchandises attrayantes de Salima. « As-tu vu les nouvelles bassines de Salima ?» demanda une femme à sa voisine. « Oui, j'ai échangé les vieilles chemises de mon mari hier et j'en ai eu une. Elle est magnifique, » répondit la voisine, les yeux brillants d'excitation. Chaque fois que Salima arrivait dans le village avec ses seaux, une foule se formait presque immédiatement. Les femmes se bousculaient, essayant de lui remettre leur vieillerie en premier. Salima ne manquait jamais de clients, et à la fin de chaque journée, ses sacs débordaient. Avec les paiements réguliers de Kémy, la vie de Salima commença à changer. Elle répara son toit qui fuyait, remplaçant les vieilles feuilles de palmier par des matériaux solides. Elle couvrit les fenêtres de sa hutte
empêchant le vent froid d'entrer la nuit. Elle acheta même de nouveaux vêtements, colorés et lumineux, semblables à ceux des femmes qu'elle avait autrefois enviées. Pour la première fois de sa vie, Salima pouvait manger à sa faim. Elle ne mendiait plus, elle ne luttait plus. Ses jours de faim appartenaient au passé. Mais pendant que les jours de Salima étaient remplis de rires et de commerce, ses nuits cachaient un sombre secret. Lorsque le village s'endormait, Salima rassemblait silencieusement ses sacs de culottes triés. Comme une ombre, elle traversait les chemins étroits, se dirigeant vers la rivière. Sous la lumière de la lune, Kémy l'attendait toujours, son sourire étrange et omniscient figé sur son visage. Leurs échanges étaient brefs. Salima déposait le sac et Kémy lui remettait son paiement. Puis, elles se séparaient sans un mot de plus. Pour les villageois, le succès de Salima était une simple histoire de travail acharné. Mais dans l'obscurité, au bord de la rivière, quelque chose d'étrange et d'inexprimé se passait. Et bientôt, cela attirerait l'attention d'un œil vigilant. Le commerce de Salima grandit au-delà de tout ce que Zango aurait pu imaginer. Elle ne se limita pas à son village. Bientôt, elle commença à visiter les villages voisins, ses seaux et bassines brillant sous le soleil matinal. Partout où elle allait, les villageois se rassemblaient avec enthousiasme, apportant leurs vieux vêtements, chaussures et culottes en échange de ces marchandises. « Salima vient demain !» disait-il avec excitation, l'attente bouillonnant comme une marmite de soupe. Dans son propre village, Salima vivait comme une véritable merveille. Sa hutte, autrefois délabrée, était maintenant solide et fière. Ses vêtements étaient frais et propres et ses repas satisfaisants. Mais, tandis que la plupart des villageois célébraient son succès, une personne observait avec méfiance. Sa voisine Tinou. Tinou avait toujours été une femme aux yeux perçants et elle ne pouvait ignorer le schéma étrange. Chaque nuit, pendant que les autres dormaient, Salima transportait ses sacs et disparaissait dans l'obscurité. Elle revenait des heures plus tard, son visage calme, mais ses yeux portant une histoire que Tinou ne comprenait pas. « Où va-t-elle » se demanda Tinou. Une nuit, poussée par la curiosité, elle s'enveloppa dans un grand châle et se posta près de sa fenêtre, guettant Salima. Comme prévu, Salima quitta sa hutte, un sac lourd sur l'épaule, avançant comme un chat silencieux. Tinou la suivit, gardant une distance sécurisée. L'air était froid et la nuit étrangement calme. Le cœur de Tinou battait fort dans sa poitrine, mais elle continua, se cachant derrière les arbres et les buissons. Enfin, elles atteignirent la rivière. Tinou se cacha dans les hautes herbes, ses yeux s'écarquillant à la vue devant elle. Une silhouette attendait sur un grand rocher au bord de la rivière. Kémy. Ses vêtements riches brillaient faiblement sous la lumière de la lune. Autour d'elle, des bougies vacillaient, leurs flammes dansant en cercle parfait. Salima approche, déposant son sac devant Kémy sans un mot. Kémy ouvrit le sac, ne prenant que les culottes, tandis qu'elle repoussait les autres vêtements de côté. Puis, elle commença à chanter, sa voix basse et rythmée comme le bourdonnement des abeilles. L'air autour d'elle sembla s'épaissir. Les jambes de Tinou tremblaient alors qu'elle observait. Soudain, Kémy leva les mains et les culottes disparurent dans les airs, laissant derrière elle une étrange lueur. Un rire sinistre résonna dans la nuit, envoyant des frissons dans tout le corps de Tinou. Tinou était pétrifiée. Ses jambes tremblaient, son cœur battait comme un tambour et ses pensées tournaient en boucle. Elle voulait s'enfuir, mais ses pieds semblaient collés au sol. Elle venait de découvrir un secret bien plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Qui était vraiment Kémy ? Et que faisait-elle avec les culottes des villageois ? Rassemblant son courage, Tinou recula lentement, ses pas silencieux sur le sol mouillé. L'étrange rire de Kémy résonnait encore dans l'air. Résonnant dans ses oreilles,
comme un écho sinistre. Une fois hors de vue, Tinou tourna les talons et courut aussi vite que ses jambes pouvaient la porter. Elle atteignit sa hutte, son souffle court, et ferma la porte derrière elle. Son deux plaqué contre le bois, elle essaya de calmer sa respiration. Mais les ombres dans la pièce semblaient s'étirer et danser, et chaque bruit la faisait sursauter. Elle s'assit dans un coin, serrant ses genoux contre sa poitrine, et murmura des prières, espérant que le matin viendrait vite. Ses yeux ne se fermèrent non pas une seule fois cette nuit-là. À l'aube, Tinou ne put plus garder le secret pour elle. Elle jeta un châle sur ses épaules et courut directement chez les anciens du village. Ses pieds nus frappaient le sol poussiéreux, soulevant des nuages derrière elle. Quand elle arriva, les anciens étaient encore à moitié endormis, mais l'urgence dans sa voix les réveilla immédiatement. « Que se passe-t-il, Tinou » demanda un ancien, son visage marqué par l'inquiétude. « C'est Salima » cria-t-elle, ses mots se bousculant. « Elle va à la rivière chaque nuit. Il y a une femme, Kémi. Elle fait quelque chose de sombre avec nos vêtements. J'ai vu tout cela de mes propres yeux. » Les anciens échangèrent des regards graves. « Que veux-tu dire » demanda un autre ancien en se penchant vers elle. Tinou prit une profonde inspiration, sa voix tremblante. « Il y avait des bougies ?» Kémi chantait. Elle ne prenait que les culottes et elle disparaissait. Puis il y a eu un rire maléfique. Le silence tomba dans la pièce. Les visages des anciens devinrent sombres. Enfin, l'un d'eux se leva. « C'est une affaire grave. Nous devons convoquer Salima immédiatement. » La cloche du village sonna, son tintement perçant réveillant tout le monde. Hommes, femmes et enfants se rassemblèrent rapidement sur la place, murmurant entre eux. « Que se passe-t-il » demandèrent-ils, la confusion dans leur voix. Quand Salima arriva, son visage était calme, mais ses yeux révélaient une certaine anxiété. Les anciens se tenaient devant la foule, leurs expressions graves. « Salima » commença l'ancien principal, « ta voisine Tinou a rapporté des faits troublants. Elle dit t'avoir suivi à la rivière la nuit dernière et vu des choses qui mettent en danger la sécurité de ce village. Nous exigeons une explication. » Un silence lourd tomba sur la place. Tous les regards étaient fixés sur Salima. L'air était chargé de tension, et même la plus légère brise semblait porter des murmures de peur. Salima se tenait au centre de la place, ses jambes tremblant comme des feuilles dans le vent. Les regards des villageois perçaient son âme, mélangeant peur et colère. Elle déglutit difficilement, sa gorge sèche comme le vent de l'harmattan. « Salima » répéta l'ancien principal, sa voix dure. « Parle, que caches-tu » Salima baissa les yeux, ses mains serrées ensemble. « Je ne peux pas, » murmura-t-elle. « J'ai prêté serment. Si je parle, je deviendrai folle ou je mourrai. » Un murmure de stupeur parcourut la foule. « Un serment ? Quel genre de serment ?» demanda l'ancien, fronçant les sourcils. Il se tourna vers un jeune homme. « Amène le prêtre du village, » ordonna-t-il. Le prêtre arriva, son long bâton frappant le sol à chaque pas. Ses yeux perçants balayèrent la foule avant de s'arrêter sur Salima. « Tu as prêté serment ?» demanda-t-il, sa voix profonde et autoritaire. Salima hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Le prêtre leva son bâton et commença à chanter. Sa voix monta et descendit comme les vagues d'une rivière. L'air devint lourd et un étrange silence s'installa sur la place. Les villageois regardaient avec émerveillement, tandis que les chants du prêtre semblaient envelopper Salima comme une corde invisible. Enfin, il s'arrêta et pointa son bâton vers elle. « Maintenant parle, » dit-il. « Les esprits te protégeront. » Salima tomba à genoux, son corps tremblant. « C'est Kémi, » sanglota-t-elle. « Elle n'est pas une femme ordinaire. C'est une ritualiste. Elle m'a forcée à collecter vos culottes pour voler vos vies. » La foule poussa un cri d'horreur. « Nos vies » cria quelqu'un.
Salima hocha la tête, ses larmes coulant en torrents. Oui, elle m'a dit qu'elle me rendrait riche si je l'aidais. Chaque fois que je lui apporte des culottes, elle fait des rituels. Elle utilise vos forces, vos fortunes, vos âmes pour accroître sa richesse. Les villageois restèrent figés, le silence pesant comme une pierre. Je n'avais pas le choix, pleura Salima. Elle m'a fait prêter serment. Elle a dit que si je désobéissais, elle me tuerait. J'étais désespérée. Je suis désolée. L'ancien principal fronça les sourcils et se tourna vers le prêtre. « Que pouvons-nous faire » demanda-t-il. Le prêtre caressa sa barbe pensivement. « Nous devons trouver Kémy et détruire son pouvoir. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons briser sa malédiction. » La foule éclata en un mélange de peur et de colère. Le commerce, autrefois célébré des seaux et des bassines, s'était transformé en une sombre histoire de trahison et de danger. Maintenant, ils comprenaient le véritable coût de leurs vieux vêtements jetés. Le prêtre se tenait droit, son bâton fermement planté dans le sol. Ses yeux, perçants comme ceux d'un aigle, balayèrent la foule rassemblée. « Ce n'est pas une affaire ordinaire », déclara-t-il, et sa voix résonnant comme un tambour. « Une puissante sorcière se cache parmi nous, se nourrissant de vos vies à travers le travail de Kémy. Mais n'ayez pas peur, les esprits ont parlé et ils nous guideront pour briser cette malédiction. » Les villageois, remplis de détermination, prirent des torches, des bâtons et des pierres. Guidés par le prêtre, ils marchèrent vers la rivière. Le chemin familier semblait plus sombre, chaque pas résonnant comme un avertissement. Quand ils atteignirent le grand baobab, le prêtre leva son bâton. « C'est ici, dit-il. Son antre se trouve sous cet arbre. » Les hommes les plus forts commencèrent à creuser. Rapidement, ils découvrirent une entrée cachée, un petit tunnel sombre menant sous terre. Une odeur nauséabonde emplit l'air, rendant les villageois malades. « Sortez là !» ordonna le prêtre. 2 hommes courageux entrèrent dans le tunnel, leurs torches éclairant le passage étroit. Quelques instants plus tard, ils émergèrent, traînant une figure qui se débattait. C'était Kémy. Sa robe, autrefois somptueuse, était maintenant en lambeaux, son visage déformé par la rage et la peur. « Imbécile !» cracha-t-elle, sa voix sifflante comme celle d'un serpent. « Vous osez me défier ? Vous périrez tous !» Les villageois reculèrent, mais le prêtre s'avança, impassible. Il leva son bâton et commença à chanter. Les chants remplissaient l'air, s'enroulant autour de Kémy comme une corde invisible. Elle cria, se tenant la tête comme si les maux la brûlaient. Sa puissance s'affaiblissait. Un à un, les villageois détruisirent les objets trouvés dans son antre. Des charmes, des bougies et des artefacts étranges. Chaque objet détruit semblait drainer davantage sa force. Enfin, le prêtre leva son bâton. « C'est fini, dit-il. Elle est impuissante. » Kémy fut traînée sur la place du village. Là, ils l'attachèrent à l'ancien arbre central, celui sous lequel le village célébrait autrefois ses joies. « Tu as volé nos vies, » déclara l'ancien principal, sa voix lourde de colère. « Tu as maudit notre peuple. Aujourd'hui, ton règne de terreur prend fin. » Sans hésiter, les villageois ramassèrent des pierres. Leur peur et leur rage les guidaient. L'air se remplit du bruit des pierres frappant le bois et la chair. Les cris de Kémy résonnèrent brièvement avant de s'éteindre dans le silence. Quand tout fut terminé, les villageois restèrent en silence, leur cœur lourd. La sorcière qui avait apporté tant de douleur n'était plus. Quand tout fut terminé, les villageois se tinrent en silence, leur cœur lourd. La sorcière Kémy, qui avait apporté tant de douleur et de malédiction à Zango, n'était plus. L'air semblait plus léger et la place du village paraissait plus lumineuse, comme si les esprits eux-mêmes avaient été soulagés. Le prêtre leva ses mains, son bâton toujours enfoncé dans le sol. « Le village est libéré !» déclara-t-il. «
Mais retenez bien ceci, le mal prospère là où règne la cupidité et l'avidité. Nous devons rester vigilants. Les villageois hochèrent la tête, leur visage marqué par l'épuisement et le soulagement. Ils avaient gagné, mais le souvenir des actes sombres de Kémi hanterait leurs esprits pour longtemps. Mais le règne de Kémi laissait derrière lui des cicatrices, particulièrement pour Salima et Tinou. Tinou, pour son courage et sa bravoure à suivre Salima et révéler la vérité, paya un lourd tribut. Le lendemain de la mort de Kémi, Tinou se réveilla dans l'obscurité totale. Ses yeux, autrefois vifs et perçants, ne voyaient plus rien. La lumière du monde avait disparu et elle pleura amèrement. Salima, quant à elle, subit une autre forme de punition. Ses jambes, qui lui avaient permis de porter de lourds sacs de vêtements à la rivière, devinrent faibles et tremblantes. Chaque pas était une épreuve douloureuse et son corps tremblait sous le poids de sa culpabilité. Les villageois, bien que libérés de la malédiction, regardaient Salima avec méfiance et dédain. Les murmures derrière son dos étaient presque insupportables. Bien qu'ils ne la maudissent plus à voix haute, leurs regards froids et leurs paroles chuchotées hantaient chaque pas de Salima. Elle savait qu'elle ne pouvait plus rester à Zango. Un matin, avec rien de plus qu'un petit baluchon, Salima quitta le village. Elle boitait sur le chemin poussiéreux, son cœur lourd. Les villageois la regardèrent partir, leur visage exprimant un mélange de soulagement et de tristesse. Son nom devint une leçon, un avertissement de ce qui pouvait arriver lorsque le désespoir rencontrait la tromperie. Les parents racontaient à leurs enfants l'histoire de Salima, la femme qui avait échangé leur sécurité contre des richesses. Tinou, cependant, devint un symbole de courage et de résilience. Les villageois la considéraient comme une héroïne. Grâce à son courage, le village avait été sauvé. En reconnaissance, le fils du roi demanda Tinou en mariage. Leur union fut célébrée avec joie et le village retrouva un semblant de bonheur. Tinou, bien que marqué par son expérience, devint un pilier de la communauté. Sa bravoure fut récompensée et elle inspira les villageois à rester vigilants contre les dangers cachés derrière des opportunités séduisantes. L'histoire de Salima et des culottes volées devint une légende à Zango. Autour des feux de camp et sous le ciel étoilé, les anciens racontaient cette histoire aux enfants, les mettant en garde contre les dangers de la cupidité et du mal déguisé en opportunité. « Souvenez-vous, disait-il, le mal vient souvent sous l'apparence de quelque chose de bénéfique. » Le village de Zango retrouva sa paix, mais les souvenirs des jours sombres restèrent gravés dans leurs esprits. Ils apprirent à être prudents face aux commerces inhabituels et aux figures mystérieuses. Le nom de Salima vécut, non pas comme une malédiction, mais comme un rappel des leçons apprises. Et ainsi, l'histoire de la femme qui échangea des culottes contre des richesses fut tissée dans le tissu de Zango, transmise à travers les générations, pour s'assurer que le village n'oublierait jamais le prix de leur confiance.